Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous dans cette clinique qui est des séries, une des cliniques de la série de la Hub AI. Cette série se penche sur la préparation de l'IA. On va commencer. Beaucoup de vous se joignent à nous et bien sûr, vous avez déjà été, ou bien vous avez déjà participé à des réunions pareilles, donc vous connaissez les règles. Vous pouvez utiliser la messagerie pour vous présenter, faire des commentaires ou partager des liens utiles afin qu'on puisse savoir qui est avec nous aujourd'hui. L'interprétation simultanée est disponible. Vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation et sélectionner la langue souhaitée. On a le français et l'espagnol qui sont disponibles aujourd'hui. Le Zoom AI génère des sous-titres automatiques. Donc, pour les afficher, cliquez sur le bouton ici. Et le plus important, bien sûr, c'est une clinique, donc l'interaction sera plus ample et vous pouvez la lancer dans la fonction questions et réponses Q&A afin de présenter vos commentaires. En ce qui concerne notre ordre du jour, on va commencer par la bienvenue et la mise en place. Après, la définition des éléments à prendre en compte, que signifie l'expression préparation à l'IA, parce qu'on veut savoir qu'on utilise la bonne perspective pour discuter de ce sujet-là. Après cela, on aura deux intervenants qui vont nous donner une idée sur comment ils ont travaillé sur ce sujet-là du Canada et de l'Ouzbékistan. Après cela, on aura on discutera de trois segments. Tout d'abord, l'ambition contre la réalité, les lacunes en matière de préparation et le séquençage et ce que nous ferions différemment. Enfin, on aura 30 minutes pour faire un échange de pairs informel, donc ce ne sera pas enregistré. Et on va parler des questions un peu plus difficiles et controversées. Donc, si vous voulez rester, vous serez le bienvenu. Pourquoi on appelle cela une clinique et non un webinaire? Parce que on va pas vous parler d'une façon directe et vous fournir des réponses, mais on va apprendre ensemble durant ce processus. Et si vous avez déjà des expériences dans ce secteur-là, on est bien là pour écouter vos expériences et on va essayer d'avoir beaucoup plus d'interaction. Je vais vous donner un peu d'informations. Ce webinaire est un webinaire sur l'IA et je suis votre intervenante aujourd'hui. On a aussi d'autres personnes qui ont travaillé sur la conception de ce webinaire, dont Francesca. Et ce hub de l'IA, c'est un partenariat global qui est inséré dans le cadre de DCEA et qui travaille sur pour bénéficier des potentiels de l'IA, pour aider le gouvernement à trouver des solutions et pour autonomiser les institutions à apprendre de l'IA, d'apprendre des autres et d'être conscient à la dimension éthique de ce sujet-là. Bien sûr, on a avec nous beaucoup de partenaires, y inclut des intervenants qui vont prendre la parole. Notre hub soutient les pays partenaires avec dans beaucoup de moyens et on va l'expliquer dans un instant. Il s'agit de bénéficier des connaissances qui existent et de travailler de cela d'un point de vue partagé avec le soutien des pays. C'est pour cela, si vous pensez que notre hub pourrait vous être utile, n'hésitez pas à nous contacter. Notre hub offre la protection et le renforcement, mais je vais vous donner un peu une idée de ce qu'on travaille. Donc, il y a un partage de connaissances
Et il s'agit aussi il y a aussi donc il y a des partages de connaissances, il y a des biens publics numériques, du soutien offert aux pays, des renforcements des capacités. Il s'agit aussi de définir le cadre, de demander comment définir et discuter de l'IA dans le domaine de la protection sociale. Il y a un risque cadre et boîte à outils qui accompagne cela. Donc, on se demande où l'IA peut-elle apporter une valeur ajoutée et où apparaissent les risques, comment mettre en place des mesures de protection. Aussi des données de souveraineté et considérations relatives à la protection des données. Donc, les gouvernements peuvent-ils déployer l'IA de manière responsable pour maintenir le contrôle souverain sur les données? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter à travers ces liens. Vous pouvez aussi scanner le code QR que vous voyez ici. Notre session aujourd'hui, et je n'ai pas beaucoup de temps, donc désolée pour les interprètes. Comme je l'ai déjà dit, c'est la première de 6 séries. On va commencer dès le début et la seconde session va être organisée le mois prochain. Ce sera sur les fondations des données, l'autre aussi, la prochaine sur l'IA responsable et ainsi de suite. Il y aura 6 cliniques et il y a beaucoup de sujets auxquels on pense dans ce secteur-là, y compris comment on peut euh, bâtir un cadre de risque pour bouger de la théorie à l'action. Aujourd'hui, nous allons donc commencer pas à pas. Si vous pensez que ce cadre-là ne vous convient pas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons braquer sur les succès et les échecs. Nous allons partager quelques outils pratiques. Aujourd'hui, nous allons examiner la préparation à l'IA et nous allons penser ensemble à ce que la préparation peut dire pour vous. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la première version qu'on a préparée ensemble. Donc, je pense que j'en ai dit déjà assez. Nous allons maintenant écouter notre premier expert qui va nous parler de la préparation à l'IA et des outils qu'on va partager avec vous. Et aussi des notes et des feedbacks qu'on voudrait recevoir de votre part. Donc, d'abord, on va écouter les interventions. Mais si vous avez quelque chose d'urgent à dire, vous pouvez lever votre main et on va pouvoir vous voir et vous donner la parole. Même si ça va nous retarder un peu, mais bien sûr, nous sommes très intéressés par les interactions. Donc, Rob, à vous la parole. Merci, Valentina. Merci pour cette introduction. S'il vous plaît, on va revoir le diapo du cadrage. Est-ce que vous le voyez maintenant? Non, pas exactement. Donc peut-être je ne réussis pas à partager mon écran. Maintenant, on le voit. Merci. Merci, Valentina. Donc je vais vous parler de 4 choses. Tout d'abord, pourquoi on examine la préparation en lien maintenant? Pourquoi cet outil est important? Je, je vais parler très brièvement des preuves pour que vous puissiez comprendre comment on travaille. Et je vais vous expliquer l'outil sur lequel on travaille. Et après, on va bouger à une session de Mentimeter pour recevoir vos remarques sur les principaux éléments de cadrage qu'on veut discuter avec vous. Donc, cette session va nous aider à élaborer cet outil ensemble. J'espère que vous allez pouvoir télécharger la première version et Hanga va écrire ce lien dans le chat.
Donc ici, vous allez cliquer sur le lien et vous allez appuyer sur télécharger l'outil. S'il vous plaît, si vous ne réussissez pas à le faire, faites-nous savoir. Valentina, donc arrêtez de partager votre écran, s'il vous plaît, et je vais partager de mon côté ce que je vais, ou bien la matière de laquelle je vais parler, l'outil que je vais expliquer. Patientez avec moi un peu, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, malheureusement. Oscar, je vois que votre main est levée. Quand Robert va finir de parler, on va écouter ce que vous avez à dire. D'accord, j'espère que vous pouvez tous voir mon écran. Donc, pourquoi? Pourquoi on fait cela? C'est une question urgente qui venait à notre esprit ici et il fallait comprendre pourquoi, ou bien quels sont les éléments qui sont nécessaires pour utiliser l'IA d'une façon responsable. Bien sûr, nous avons rédigé des analyses avec des cadres en commun avec lesquels on travaille. Ce cadre-là visait les gouvernements d'une façon très générale, ou plutôt c'était très technique et très technique pour les institutions. Donc on a pensé qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui visait les staffs et les gens qui travaillaient sur le niveau leadership. Ceux qui vont prendre les décisions quotidiennes à propos de l'utilisation de l'IA. Donc, nous voulions aider les agences à répondre. Est-ce qu'on est vraiment préparé à utiliser l'IA? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Vous allez voir qu'il y a ici des études de cas et il y a quelques-unes qui ont été vraiment prominentes et controversées sur l'utilisation de l'IA dans le secteur de la protection sociale. Pardon. Et il y a eu beaucoup d'échecs, malheureusement. Mais le point commun entre ces études est l'importance de l'IA. Bien sûr, il y a beaucoup de défis techniques, mais il y a aussi des défis sur le niveau de la préparation. Il y a eu beaucoup d'études de cas qui ont mis en lumière l'échec de la gouvernance, de la responsabilisation. Et du coup, pourquoi on sent qu'il nous faut vraiment un outil pour faire une évaluation, pour, pour que les gens concernés décident par eux-mêmes s'ils sont préparés à l'utilisation de l'IA ou pas. Donc, comme vous l'avez vu ici, c'est la première version de l'outil. Nous avons euh, six parties essentielles pour la structure de l'outil. Je ne vais pas en parler d'une façon détaillée, mais je vais vous donner une idée assez rapide. Tout d'abord, la préparation stratégique et politique. Et c'est ici que réside l'essence même de l'outil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède la décision d'utiliser l'IA et qui comprend vraiment les risques? Non, pas vraiment. Ceci est une réponse consistante que nous montrent les preuves. Très souvent, il y a un engagement politique d'utiliser l'IA pour que les choses soient plus efficientes, pour réduire la corruption, pour augmenter la rapidité. Mais ce n'est pas nécessairement un engagement euh, pour l'éthique. C'est pour cela, l'IA est basée sur l'enthousiasme des bailleurs de fonds et non une décision interne qui reflète la préparation de l'agence concernée. La seconde partie est aussi importante et c'est la préparation légale, ou bien plutôt juridique
de régulation. Donc, ici, il s'agit de savoir qu'est-ce que l'agence concernée vise, pourquoi elle veut utiliser l'IA. Ici, on a une étude de cas de l'Australie et qui a été vraiment un échec technique et il s'est avéré qu'il n'y avait jamais eu une évaluation formelle pour l'utilisation de l'IA. Et cela est démontré aussi par beaucoup d'autres études de cas. C'est pour cela, il faut être sûr que les équipes de programme puissent comprendre s'il y a vraiment une base juridique pour l'utilisation de l'IA et s'il est possible des gens bénéficiaires euh, de s'opposer à l'utilisation de l'IA et si oui, comment. Il s'agit aussi de noter que plusieurs pays ont classifié que l'utilisation de l'IA dans le domaine de la protection sociale engendre beaucoup de risques. La troisième section est la fondation des données. Si vous connaissez beaucoup à propos du monde digital, vous avez une idée de quoi il s'agit ici. Puisque vous le savez, l'IA ne va pas être efficace que si les données qui sont incluses sont vraiment efficaces et assez strictes. Et ici, il y a eu aussi beaucoup d'études de cas comme celle de la Serbie et elle est assez controversée parce que les populations marginales ont été exclues ainsi que les populations vulnérables. Et cela va bien sûr affecter les données et les résultats vont être amplifiés dans le système. Donc, la question doit être posée, est-ce que les données sont utiles pour les populations vulnérables? La quatrième section est la technologie et l'infrastructure. Ici, on parle de la fondation, l'infrastructure technique. Est-ce que votre système peut soutenir le déploiement de l'IA? Ceci est lié à la question de la souveraineté que Valentine a mentionnée. Est-ce que si votre structure est un élément lié à l'IA, est-ce que cela va être disponible pour la population qui vit dans les zones rurales, par exemple? Il y a beaucoup de questions fondamentales ici. Il faut comprendre si l'infrastructure de la technologie va pouvoir soutenir l'utilisation de l'IA dans les plans. La cinquième section de l'outil est la capacité et gouvernance institutionnelle. Ici, je reviens à l'idée des preuves et des révisions. Les preuves ont montré qu'il y a eu beaucoup d'échecs ici. Il s'agit de demander s'il y a quelqu'un dans les institutions qui a la souveraineté et la responsabilité de questionner les systèmes de l'IA, de les vérifier s'ils sont erronés, sans risquer sa carrière. Un des exemples est qu'il y a eu des agents qui disaient aux bénéficiaires que je ne pourrai jamais rien faire pour vous parce que c'est le système qui en a décidé ainsi. Donc, ces systèmes, ils doivent être conçus pour pour permettre aux agents de remettre en question quelque chose s'ils ressentent que ce n'est pas juste. La dernière section est là aussi importante, c'est la responsabilisation, l'éthique et les droits des bénéficiaires. Ici, il faut se demander si les décisions soutenues par l'IA peuvent être expliquées et est-ce qu'on peut s'opposer à ces décisions-là. Quand l'agence fournit des informations sur comment l'IA est utilisée, il faut que cela soit pris en compte quand on peut s'opposer à ces décisions-là. Et maintenant, on a quelques questions.
auxquelles, ou plutôt qu'on voudrait vous poser à travers le Mentimeter. Et Valentina va s'en occuper. S'il vous plaît, Valentina, allez-y. C'est juste des questions pour savoir vos réactions initiales sur comment l'IA peut jouer un rôle fondamental pour améliorer l'outil en question. La première question, voilà. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur menti.com et écrivez ce code-là. Vous pouvez aussi scanner le code QR. Jérémy demande si on peut publier le lien sur le chat. Oui, bien sûr. Donc, la première question est celle de l'étendue. Donc, est-ce que où est-ce qu'on doit encadrer, est-ce que plutôt on doit encadrer cet outil sur la préparation institutionnelle en général, ou est-ce qu'il faut tout d'abord se pencher sur des cas en particulier? Donc, est-ce que ça doit être général ou particulier, cas par cas? Est-ce qu'il faut examiner le rôle sur le plan institutionnel ou en relation à des cas spécifiques seulement? Merci, on voit les réponses arriver. Donc, il y a un vrai penchant sur le niveau cas par cas. Il faut dire aussi que les cas ont des niveaux de risque différents et c'est pourquoi euh, on a décidé de se pencher sur le niveau cas par cas et c'est intéressant que l'audience aussi le pense également. On va vous donner quelques secondes parce que c'est la première question. Je vois que pas tout que il y a encore des gens qui veulent répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main et on va vous voir et vous donner la parole. Donc, je vais bouger maintenant à la seconde question. Merci. La seconde question. Bien sûr, cet outil peut être juste un guide, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir des seuils à des moments particuliers? Peut-être que vous déciderez que ce ne serait pas approprié d'utiliser les IA à un certain moment, peut-être sur le niveau de gouvernance, peut-être sur le niveau de juridique, peut-être ce serait trop sensible ou délicat. Encore une fois, on voit que l'audience préfère la réponse oui. Et vous avez déjà parlé des zones où ce seuil-là peut être appliqué. Je pense qu'on a vraiment eu une idée de la réponse préférée sur cette question-là. On peut bouger à la prochaine question. Le format idéal. Donc, c'est une question d'évaluation, d'auto-évaluation. Peut-être que vous pouvez y répondre en tant qu'équipe. Bien sûr que peut-être dans certains niveaux, certains pays, cette question ne serait pas applicable. Bien sûr, il y a des gens qui disent que les deux réponses seraient idéales. C'est-à-dire, on peut avoir une version qui est un questionnaire d'auto-évaluation et une autre à travers la facilitation d'un expert externe. Jérémy suggère un bot IA.
Oui, pourquoi pas. Désolée si je ne vous laisse pas le temps, mais on a encore beaucoup de choses à en parler. Donc, la question suivante, l'audience cible ou la langue cible, est-ce que vous préférez quelque chose de très technique, très spécialisé ou plutôt quelque chose de plus simple, plus accessible? Et je pense qu'on voit déjà la réponse qui ne sont pas très différentes de ce qu'on en pense aussi. Même les gens qui sont non spécialisés peuvent ainsi utiliser l'outil. Je vais retourner au début parce qu'on a encore une dernière question. Donc, est-ce que vous pensez que, comment vous pensez que votre pays utilise l'IA? Est-ce que c'est une utilisation à un niveau assez élevé ou pas? Donc, en se basant sur l'évaluation de la préparation, comment vous jugez la préparation de votre pays? Sur une échelle de 1 à 10, de très bas à très haut. Donc, vous allez juger cela sur le plan stratégique, politique, juridique, etc. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ou pas? Voilà, on commence à voir les réponses. Bien sûr, on ne sait pas de quel pays vous répondez, mais ça nous donne une idée quand même. En attendant cela, est-ce que quelqu'un a un commentaire sur ce sujet-là? Sinon, on peut bouger et parler de nos deux études de cas. Est-ce que vous avez vraiment une question urgente à propos de cette question ou de cette section? Oui, bien sûr, s'il y a des sujets qui n'ont pas été mentionnés et que vous pensez qu'ils doivent être inclus, n'hésitez pas à nous le dire. Et on voudrait vous rappeler que vous aurez la chance de faire un commentaire sur tout ça. Bien sûr, c'est juste une version et vous allez pouvoir avoir la chance de nous envoyer des commentaires écrits. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler ou commenter? Ah, Ménin, vous préférez attendre, vous dites. En attendant cela, donc 19 personnes ont répondu. Donc la note générale, c'est très bas, comme on le voit, parce que la relation entre l'IA et ses dimensions apparemment est encore très basse dans certains pays. Procède. Bonjour tout le monde. Je voudrais mentionner que une autre dimension peut être inclue ici en ce qui concerne le système écologique des acteurs digitaux, par exemple les startups, les vendeurs et ainsi de suite. Parce qu'ici, on parle de la sphère numérique et de la capacité de la technologie et des capacités numériques externes. Et ceci n'est pas nécessairement reflété ici. Cette dimension-là peut être séparée ou être une dimension à part entière. Merci, José. Vous avez 2 semaines pour essayer de compléter cette tâche. Oui, on s'attend impatiemment à vos réponses. Voilà, le délai, c'est le 28 avril et vous pouvez bien évidemment utiliser le lien dans le chat. Maintenant, je donne la parole à nos collègues.
On va essayer de voir comment est-ce qu'ils ont commencé. On va donner la parole à Amerik Poulatov du Pakistan, de l'Autorité nationale de la protection sociale, et Raphaël Duto, qui est le directeur à l'ESDC au Canada. Je commence avec Raphaël. La parole est à vous. Voilà, 7 minutes, s'il vous plaît. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est bon? Ouais. Je vais partager l'écran. Juste un instant. Parfait. Voilà. Vous devez être capable de voir la présentation. Dites-moi si c'est le cas. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les décisions erronées. Et puis, il y avait aussi des trucs qui se sont avérés faux avec le temps. Premièrement, voilà cette organisation sur la protection sociale au Canada, par exemple, euh, il s'agit de 40 000 employés. Il s'agit d'une organisation vraiment large et je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Premièrement, ce qu'on appelle le paradigm shift s'est avéré erroné. Au fait, on a utilisé l'intelligence artificielle dans la livraison de services pour une décennie déjà. Mais ce qui a changé durant les 2 dernières années, c'est ce grand changement. Je vais vous expliquer le risque et puis l'écart qu'on voit dans notre institution et comment est-ce qu'on peut nous assurer que ce changement de paradigme euh, se fait d'une façon bien appropriée. Quand on parle du génie, de l'ingénierie, de l'apprentissage par machine, il s'avère que on utilise des données qu'on connaît déjà, des données qu'on comprend et le modèle se fait de zéro. Par exemple, voilà, il y a un téléphone. On peut bien entendu essayer de filmer ou bien essayer de collecter toutes les photos et entraîner le modèle à générer l'ordre. C'est ce qui a été fait. Mais maintenant, on est conscient qu'on a besoin de spécialistes, de personnes qui se sont habituées à le faire, qui peuvent identifier les failles, entre autres. Et bien entendu, ils doivent bien être conscients des données et des risques. Il y a donc beaucoup d'analyses à faire. Et maintenant, avec la montée de modèles linguistiques durant les 2 dernières années, ce qu'on a découvert est que les modèles qui se font à travers cette fonctionnalité est de plus en plus puissant. Ces modèles peuvent être appliqués sur plusieurs fronts, ce qui a mené à l'élargissement de l'utilisation de ChatGPT, entre autres. Donc, il ne s'agit pas simplement de poser des questions, mais bien entendu, dans la résolution de problèmes. Par exemple, nous avons reçu ce commentaire. Qu'est-ce que je dois, par exemple, examiner? Qu'est-ce qui peut être laissé de côté? Donc, on n'a plus besoin de scientistes et d'experts en apprentissage par machine pour développer de telles solutions. Maintenant, on peut avoir recours à des personnes qui ont un background en sciences de l'ordi et en informatique, ce qui élargit les possibilités parce que entraîner de tels modèles est difficile, coûteux et
Du coup, on peut bénéficier de ce qui existe et cependant, il y a toujours des problèmes. Par exemple, le modèle de chat GPT, dans ce cas-là, n'est pas sous contrôle. On ne connaît pas quelles sont les données utilisées et jusqu'à quel point la solution est bien fondée. Et on découvre également que les spécialistes ne sont pas tout à fait formés pour identifier les failles dans le modèle. Donc, on est passé d'une question basée sur les tâches, sur ce qu'on appelle le monde ouvert. Dans le temps, dans le passé, on voyait des cas, par exemple, on essayait, par exemple, d'identifier quel un cas est un cas de fraude, par exemple 0, hein, on connaît tout à fait les catégories. Si on a les données, par exemple, bien identifiées, on peut tester les solutions pour nous assurer que on commet pas beaucoup de euh, erreurs. Et on est également capable de tester les solutions pour éviter tout biais ce qui mènerait à une discrimination dans les données. Mais dans les modèles de ce qu'on appelle le chat GPT ou bien les modèles d'entraînement, le problème qu'on essaie de traiter, et voilà ce grand changement. Il s'agit de modèles d'espace. Par exemple, sur le site web, dans notre cas, les Canadiens ont besoin de naviguer le site web et les gens peuvent poser des milliers de questions. On peut pas toujours anticiper toutes les questions. Donc, il y a toujours des discriminations dans les réponses, ce qui est difficile en matière de vérification. Et puis, l'un des problèmes essentiels auxquels on fait face est qu'on n'est pas tout à fait prêt à traiter tous ces problèmes possibles. Du coup, il est important vraiment de comprendre que il faudrait que qu'on soit prêt. Quelqu'un a dit dans le chat que l'individu et l'organisation doivent être prêts. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait des modèles de vérification et il faudrait qu'on sache qu'il y a parfois beaucoup de biais, beaucoup de problèmes auxquels on est exposé. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qu'on a appris durant les 2 dernières années avec les cas sur lesquels on s'est penché est qu'il faudrait qu'on soit mieux prêt pour bien ingérer et examiner du point de vue organisationnel. Ce qu'on a fait est qu'on a créé un registre, par exemple, qui nous permet de jeter un coup d'œil sur tous les cas présentés. On essaie de observer la faisabilité. On opère un triage d'une façon collective et pas individuelle. Euh, on va essayer d'appliquer les évaluations nécessaires. Par exemple, actuellement, on a des exercices qu'on mène pour examiner les solutions de euh, catégories différentes. Maintenant, je m'arrête là, Valentina, et je dirais que pour nous, ce qu'on a supposé et ce qui s'est avéré erroné est que tous les processus sont similaires, alors que maintenant, on voit que il y a un changement de paradigme et notre capacité à s'y adapter dépend des potentiels organisationnels plutôt que les modèles en tant que tels. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que chaque cas est différent. Oui, tout à fait. Je vous appelle à arrêter le partage. Docteur Polotov, vous avez 7 minutes. Je vous remercie de votre présence. Allez-y, la parole est à vous. Merci. La parole est à vous, Monsieur Pulatov. Selon notre expérience comme agence nationale de protection sociale en Ouzbékistan, euh, la disponibilité revêt un aspect technique.
et on l'aborde de dimensions, y compris les données, l'occurrence, les considérations éthiques et bien entendu la capacité. Et donc, je vais aborder ces points-là très rapidement. Pour ce qui est de la préparation au niveau de l'intelligence artificielle. Premièrement, premièrement, la pertinence des données. On travaille avec des centres pour qu'il y ait la préparation nécessaire à l'intelligence artificielle, mais on s'est rendu compte très rapidement que les données ne sont pas cohérentes et ne peuvent pas être utilisées par l'IA. Par exemple, il n'y a pas de exigence cohérente du coup, ça ne peut pas être utilisé et les modèles ne peuvent pas être entraînés de la sorte. Et puis, la leçon apprise est que les données doivent être utilisables par l'IA. Notre priorité n'est pas le développement de modèles, mais l'amélioration des données pour que ça soit bien utilisable par l'IA. Par conséquent, et pour qu'on arrive à des résultats concrets, je vais partager avec vous un exemple bien simple de notre contexte. On voulait utiliser les A dans les centres d'appel pour des sujets tels que la pension, les bénéfices et les statuts d'éligibilité. Mais premièrement, on pensait qu'il s'agissait d'une tâche bien directe, mais l'on a reçu plusieurs appels et du point de vue technique, les modèles étaient prêts, mais de près, il s'est avéré que les exigences étaient différentes, il n'y avait pas de cohérence et parfois il n'y avait pas une description cohérente. Et donc, on s'est rendu compte que le système ne pourrait pas apprendre d'une façon cohérente à travers ces données bien élargies. On a des données vraiment abondantes, mais il fallait pour nous qu'on comprenne que le problème essentiel n'était pas le choix de l'algorithme, mais la préparation des données dans le format adéquat. Donc, au lieu d'adopter l'IA, on a préféré de commencer par l'identification des labels nécessaires. Cette expérience nous a clairement montré, au point de vue de la préparation, qu'il y avait beaucoup de résultats. Euh, Mais la deuxième dimension sur la préparation des données est essentielle. Donc, il fallait voir comment le processus des données peut être traité. On a identifié les défis, par exemple, euh, le manque de clarté quant à l'appropriation des données, la qualité des données. Voilà, ces failles-là ont créé des risques parce que la solution technique repose sur une architecture bien réussie, mais ça ne peut pas se faire sans cette gouvernance. On a appris que la gouvernance pourrait assurer la consistance et la coordination à long terme pour une viabilité dans les initiatives de l'IA. Du coup, on essaye toujours d'établir les rôles, les obligations bien claires et les droits autant que possible. euh, pour ce qui est de la gestion des données et de l'IA. Maintenant, je passe à la diapo, ou bien au point suivant, la préparation juridique et éthique. Voilà, c'est un point très important, surtout dans le secteur de la protection sociale, parce que on possède des données personnelles. Il faudrait qu'on vraiment veille à la conformité au droit international quant à la protection des données autant que possible. Il faut savoir
Par exemple, euh, il faudrait que les décisions soient bien justifiées. Les citoyens doivent savoir comment est-ce que les décisions sont prises et il faudrait qu'on sache quelles sont les méthodes, les données, comment est-ce qu'on les traite et sans de telles législations, en l'absence de telles législations, l'IA créerait beaucoup plus de problèmes et de risques au niveau de la société. Et pour nous, ça veut dire que ces considérations-là doivent être intégrées dès le début. Et puis finalement, je peux bien entendu parler de la préparation euh, au niveau des capacités, donc au niveau de l'organisation et des individus, parce que il est vrai qu'on a de l'expertise technique des chercheurs. Cependant, l'utilisation de l'IA est toujours en cours de développement. La préparation ne réside pas au niveau des ingénieurs, des directeurs, des preneurs de décision, mais également ceux qui sont capables de comprendre les risques, les modèles dans le système de l'IA. Et on sait très bien que le renforcement des capacités est un processus continu, y compris la formation, le partage, la collaboration avec des experts externes. Et le renforcement de ces capacités est essentiel pour que l'IA soit utilisée très d'une façon très responsable. En guise de conclusion, je dirais que la préparation pour l'IA réside au niveau de la maturité. Ça dépend de la maturité organisationnelle parce que pour chaque donnée, il faudrait développer les capacités en parallèle parce que s'il y a n'importe quel point qui manque, les risques seraient élevés ou l'échec serait plus possible. Du coup, on se penche sur l'établissement de bonnes fondations avant d'aller de l'avant. Voilà ce qu'on fait. Et l'exemple que j'ai avancé quand on avait, par exemple, des données qu'on pouvait pas utiliser, ça montre très clairement que, il s'agit pas de la technologie et de la présence d'expertise, mais de fondements, de fondations bien établies. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je vous remercie, Monsieur Polatov. Je crois que votre conclusion est vraiment très claire. Les dimensions ne se rattachent pas simplement à la technologie. Il faudrait que plusieurs autres processus s'opèrent pour aller de l'avant. Vous avez déjà parlé de défis au niveau régional, entre autres. On peut y être de retour. Je voulais simplement le mentionner parce que je suis sûre que d'autres pays font face à de tels cas, à de cas similaires. Voilà, merci, parfait. Euh, on, on- on a déjà écouté nos experts. Maintenant, je passe au côté clinique. On a une demi-heure qui nous reste et on peut l'utiliser comme l'on veut. Voilà, il y a ce test entre la réalité bien entendu, si vous avez des commentaires ou des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous arrêter. Mais pour cette réflexion de votre part, on voudrait savoir, on sait très bien que vous êtes, nous sommes experts, nous faisons face à des défis, mais euh, qu'en est-il de vos attentes? Qu'est-ce qui manquait au départ? Quels risques en ont résulté? Et puis, quelles sont les difficultés en matière d'explicabilité et de contestabilité? Maintenant, je vais expliquer le maintien. On l'a fait. Vous pouvez, bien entendu, essayer de répondre sur Menti. Sinon, n'hésitez pas à ouvrir le micro, à désactiver activer le micro et à nous parler. En attendant, je passe aux questions que vous avez posées. Oscar dit que la culture, la sensibilisation, le développement des compétences doivent être considérées. Les questions également de sécurité. Oscar, voilà un domaine de compétences euh, premières. Donc, Oscar, vous pouvez en parler. N'hésitez pas à activer le micro.
Vous devez lever la main pour qu'on puisse activer votre micro. Elijio a également posé une question sur l'inclusivité pour ce qui est des cas de les perspectives en ce domaine. Et Rob avait dit que l'inclusivité se trouve au niveau de euh, le plaidoyer et puis pourrait également arriver à un développement plus avancé d'en haut vers le bas. Donc, pour inclure la société civile dans le processus de développement de ces outils. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Moi, j'essaie de lire ce que je vois dans les questions-réponses. Merci. Et il me reste une question sur la contribution ou les soumissions aux outils. Si vous cliquez sur l'outil, vous pouvez voir que la première page vous explique comment le faire. Vous devez envoyer votre feedback et ça va être d'une façon individuelle ou organisationnelle. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous pouvez lever la main ou est-ce qu'on continue? Voilà, l'alphabétisation, la protection des données, la vérification des données, la connaissance institutionnelle, la sensibilisation, les politiques les politiques juridiques, entre autres. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? N'importe quel commentaire, vous pouvez lever la main et activer le micro. Allez-y, votre main est levée. Allez-y. Quelqu'un avait parlé de la numérisation et je pense, si l'on veut introduire la technologie dans le domaine, il faudrait qu'on soit vraiment capable d'utiliser de telles techniques. Et puis également, j'ai parlé de changements dans des temps vraiment critiques. Bien entendu, on a beaucoup de défis. Il y a des mentalités bien cadrées et on l'a fait beaucoup, plusieurs fois et ça s'avère que c'est toujours difficile. On n'a pas le savoir-faire dans tous les cas et pour ce qui est du changement, on a besoin de sensibilisation au niveau élevé, même à un niveau élevé, ça doit être très clair pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on a besoin de tel de l'introduction de l'IA. Moi, je vois très bien qu'il y a pas mal de défis. On n'a pas besoin de nous pencher sur tout ce qui est nouveau. Il faudrait qu'on n'oublie pas les données. Est-ce que les données sont bien protégées? Est-ce que l'IA peut être euh, envisagée? Parce que si la protection ne se fait pas d'une façon efficace, les outils ne seraient pas profitables à la communauté. Merci. Euh, Quel est le pays ou bien l'organisation que vous représentez? Je suis Al-Hassan Maï, je suis conseiller au GIZ. Merci, je vous remercie. Euh, 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 Avant qu'on se marie à l'IA, il faudrait qu'on sache si c'est quelqu'un qu'on voudrait marier. Voilà.
Il faudrait garder ça à l'esprit. Et vous avez également parlé des dimensions de la capacité. Et dans beaucoup de cas, ça c'est absent. On l'a vu par exemple, parfois il y a un désir d'aller de l'avant, mais si cette capacité manque à ces niveaux-là, du niveau élevé au niveau décentralisé, du coup, on aurait des problèmes sérieux. Avant de retourner à cette question des audits responsables, c'est pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce que Hassan vient de dire. Sinon, euh, Mena, n'hésitez pas à activer le micro pour nous faire parvenir votre message. Moi, je soutiens de telles interventions. Je suis désolée. Ouais, est-ce que vous pouvez m'entendre? Ouais, parfait. Moi, je vous parle de l'Égypte et j'ai plutôt une question sur moi. J'ai lu beaucoup sur les responsables, les lois, les différentes manières pour parler de ce sujet et j'aimerais également écouter les expériences des autres pays. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, euh, adopter des lois, des législations sur l'IA responsable, sur l'éthique en matière de l'IA, ou bien est-ce qu'il faudrait adopter quelque chose semblable à une évaluation de l'IA, un format là où on essaye de nous assurer que l'outil n'est pas biaisé, que selon un certain critères, ou bien est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des lignes directrices pour éduquer le public là-dessus sur sur cette question et ses enjeux. Voilà, j'ai une question vraiment élargie et j'aimerais écouter vos expériences là-dessus, justement sur les vérifications et la diligence raisonnable. Oui, n'hésitez pas à lever la main ou à parler dans le chat. Raphaël, la parole est à vous. Oui, je peux commencer. C'est une question vraiment très intéressante et moi je vais et répondre premièrement pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un éventail bien élargi et dans de telles circonstances, il faudrait travailler sur plusieurs solutions. Par exemple, au Canada, nous avons la prise de décision, une directive de prise de décision automatique qui cible les systèmes d'IA qui livrent des services aux Canadiens ou bien qui prend des décisions là-dessus. Par exemple, des systèmes sur l'emploi. Si votre solution de l'IA s'y rattache. Il y a une évaluation que vous devez passer. Et moi, personnellement, je crois que c'est très important quand on mène de telles évaluations, on arrive à une note et selon cette note, on a plusieurs contraintes, plusieurs exigences et ça, c'est très important parce que l'avantage d'une approche fondée sur les risques, tant qu'on a une telle, de tels outils, on peut arriver à plus d'impact, on peut arriver sans beaucoup de pression. Mais quand il s'agit d'impact. On peut imposer, par exemple, beaucoup de critères. Moi, je soutiens l'évaluation de la justice parce que dans les A, c'est une question numérique. On peut pas nous attendre à une justesse parce que on travaille autant que possible sur les données parce que ça reste un problème qui doit être évalué selon un certain nombre de critères. Il y a également le concept donc, à travers cette évaluation, on peut identifier n'importe quelle trace par exemple, manque de justice.
Moi, j'avais parlé auparavant d'un cas de manque de justice après évaluation. Et, l'IA, par exemple, n'était pas capable d'arriver à la bonne réponse. Moi, je voudrais vous dire qu'il s'agit de plusieurs solutions, mais c'est très bien que les autres panélistes pourraient avoir quelque chose à dire. Euh, N'hésitez pas à partager, même après cette conversation, on va publier un résumé et si vous avez n'importe quelle chose à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Alors que les autres panélistes essaient de voir s'ils veulent lever la main et répondre, ou si les autres veulent le faire parce qu'il s'agit d'une discussion informelle, Usaid Mendoza pose une question au Canada et à l'Ouzbékistan. Ça, c'est intéressant. Il s'agit de la relation entre le gouvernement et les fournisseurs du secteur privé. Comment est-ce que vous avez traité les questions des achats? Euh, Est-ce qu'il y avait des cadres juridiques? Est-ce que vous avez eu besoin de changements, de plus de flexibilité? Moi, je vois que M. Polatov a déjà la main levée. La parole est à vous. Je vous remercie. C'est une question vraiment trop importante. Euh, Franchement, dans notre cas, il s'agit d'une étape vraiment très précoce. On n'est pas encore arrivé à ce stade avancé de la question. Cependant, c'est une question vraiment très pertinente parce que les cadres des achats publics ne sont pas toujours compatibles avec la nature des projets de l'IA. C'est parce que on a besoin de flexibilité, de collaboration. Euh, le développement de l'IA n'est pas quelque chose qui se passe une seule fois. Ça dépend toujours de la qualité des données. On a besoin d'ajustements continus et de suivi. Du coup, il est essentiel qu'il y ait des approches plus flexibles. Par exemple, les projets pilotes doivent être appliqués, bien appliqués, et il faudrait qu'il y ait des collaborations avec les fournisseurs de solutions tels que les experts étrangers qui sont appelés à fournir leur soutien à des projets divers. Et en même temps, la flexibilité doit être bien équilibrée avec la transparence, la conformité aux réglementations existantes, ainsi que la responsabilisation. Au lieu de changer tout le cadre juridique, il faudrait peut-être adapter les pratiques des achats selon l'expérience des pays qui ont des réglementations bien réussies. Par exemple, en matière des marchés publics à travers des procédures innovantes. Donc, on garde la structure de réglementation euh, et on essaye d'explorer encore plus en allant de l'avant. C'est ce que j'ai à dire de ma part. Oui, est-ce qu'on sait et que ces cadres de réglementation sont établis pour nous protéger, mais bien évidemment, il faudrait introduire des ajustements vu l'IA et ce que l'IA apporte. On sait très bien qu'il y a des risques et des outils à envisager. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, faites-le. Sinon, je vais dire très rapidement que euh, il y a un exemple partagé sur
l'évaluation de l'impact par le gouvernement de la Catalogne. Vous pouvez le voir dans le chat. Il faudrait faire la distinction entre deux usages. Celui qui aide à prendre les décisions et l'IA qui prend la décision directement. Dans notre taxonomie et dans nos recherches, on fait la distinction et on sait très bien que ça a des implications bien différentes et ça, c'est bien documenté dans notre travail sur l'IA. Mireille Masdalani dit que dans notre organisation, on pense à une mémoire institutionnelle pour télécharger nos documents pour plus de suivi. C'est ce qu'on a vu également dans d'autres cas d'utilisation de l'IA, des cas d'usage qui se penchent sur notre repositoire, notre expérience de connaissance. Mais pour ce qui est de la préparation pour l'IA, c'est un peu hors sujet. Mais si vous voulez répondre à cette question, je voulais vous dire que j'ai ouvert une nouvelle question sur le Mentimeter. Je vais partager cette question. Euh, Qu'est-ce que les institutions peuvent faire d'une façon différente et qu'est-ce qu'il faut résister en premier. Donc, on peut également arrêter l'enregistrement et on peut aller vers des discussions au sujet. Avant de répondre à la question de Myrène de Sodzic, il y a une question sur est-ce que les organisations pensent à l'adaptation des données existantes ou bien aux mécanismes de gouvernance selon les algorithmes avec de nouvelles technologies, Gen AI? Raphaël, Amirbag, vous pouvez répondre aux questions. Entre-temps, vous êtes appelé à participer au Mentimeter. Valentina, j'ai très rapidement quelque chose à dire sur l'outil de l'évaluation. Vous l'avez mentionné, c'est un produit. C'est un nouveau produit qui aide quant à l'évaluation des risques dont a parlé Raphaël pour savoir si ces cas sont des cas de risque élevé ou moindre, pour savoir par exemple quel type d'audit doivent être envisagés. Ça va être mis à disposition très rapidement. Restez à l'écoute. Oui, merci. C'est pas Raphaël Amerbeck. Auriez-vous quelque chose à dire? Moi, je peux essayer d'y répondre. Il y a des questions très intéressantes. Est-ce que je voudrais dire, il y avait un commentaire sur le soutien du processus de prise de décision. Et la prise de décision, il y a bien évidemment une grande différence, mais il faudrait qu'on sache qu'il y a euh, toujours des avantages. Il y a ce qu'on appelle le processus de automation bias. Si une solution de l'IA, dans 90% des cas, par exemple, c'est correct, alors que dans 10%, c'est pas correct et on arrête de voir ces 10% avec le temps et ça mène à des problèmes massif. Il est important d'essayer de travailler également au niveau opérationnel. Je ne sais pas si ça peut affecter la prise de décision, mais il faudrait garder ça à l'esprit. Voilà le premier point. Et puis, pour ce qui est de l'IA générative, il y a quelque chose d'important, c'est la préparation technique. L'IA traditionnelle était gérée au niveau local, mais avec l'IA générative, il faudrait accéder à ces solutions à travers l'API pour
parce que ce contenu est accueilli ailleurs, mais bien entendu, la plupart se trouvent aux États-Unis et ça peut mener également à des problèmes de sécurité parce que on a les open endpoints, entre autres. Donc, pour ce qui est de cette disponibilité en matière de Generative AI, il faudrait que ça soit fait d'une façon sûre. On l'a vu dans certains pays. On a vu des pays qui ont ouvert des centres de données dans des ambassades pour se protéger de n'importe quel accès involontaire. Voilà une question très intéressante. Donc, ça, c'est pour la disponibilité de l'IA générative et je pense que beaucoup de pays essayent de traiter de tels enjeux. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire là-dessus. Avant de donner la parole à Monsieur Pulatov, je voudrais euh, vous dire que euh, il y a beaucoup de commentaires dans le chat et apparemment on préfère écrire. On parle par exemple de euh, ça doit être correct. Donc on approuve, on euh, suppose que l'IA a la bonne réponse. On l'a vu même au niveau militaire. Et il y a un point vraiment intéressant qui se rattache à ce que à ce que vous venez de dire, Raphaël. On veut pas. Donc, il est mieux que ça ne se passe pas à l'ombre. Il est mieux qu'on en parle. Au moins, on travaillerait là-dessus ensemble. On améliorerait la situation et on arriverait à des garanties. Donc, Aziz dit que plusieurs risques doivent être discutés parce que il y a, par exemple, des solutions qui opèrent en dehors du système. Ça se fait déjà sans autorisation. Et puis, il faudrait savoir comment bien le faire, comment assurer la transparence. Et d'un autre côté, les citoyens dépendent des solutions externes ailleurs, en dehors de l'écosystème pour accéder à ces informations, prendre des décisions liées aux services publics. Et donc, en général, ces dynamiques soulèvent la question de ce délai au niveau du secteur public. Aziz, vous l'avez bien dit. Donc, dans votre commentaire, je garderai 15 minutes vers la fin, donc comme euh, réaction, pour une réaction là-dessus. On pourrait également être de retour à n'importe quel autre point. Il faudrait résister, par exemple, l'adoption sans cas bien fondé, sans préparation, sans gouvernance. Et, l'impact doit être bien examiné parce que je crois qu'il faudrait commencer avec un espace limité et construire avec le temps pour aller plus haut. Oui, vous l'avez bien dit, très brièvement. Robert, Raphaël, auriez-vous quelque chose à ajouter? Je pense qu'il a bien dit, et l'une des composantes essentielles est la transparence. Par exemple, le gouvernement du Canada a adopté le registre de l'IA qui est transparent pour le public sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau du pays. Et je crois que de telles initiatives nous permettent de promouvoir la confiance et de profiter de cette technologie tout en respectant le contrat social. La transparence est essentielle dans ce domaine-là. Un point, si vous le permettez, sur la transparence, je crois qu'on a besoin de mécanismes, pas simplement pour les responsables, pour contester les âmes, mais également les gens qui sont directement affectés et ceux qui en parlent. Ouais.
Et je vois déjà quelques points. Par exemple, en réponse à cette question-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'une façon différente? Par exemple, utiliser une culture fondée sur les décisions. Donc, on parle aussi des données, de l'utilisation des données, de l'AI, de l'IA, des risques et des versions des outils qui nous aident à se préparer à l'IA. Donc, voici les points qui se répètent de la part de notre audience. Donc, maintenant, je demande à arrêter l'enregistrement de la session, s'il vous plaît, équipe de l'équipe.